Bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur La Voix du CDO, le podcast au cœur de la révolution numérique. Rejoignez-nous pour découvrir les coulisses de la transformation digitale des organisations avec des experts, des dirigeants, des visionnaires qui ne se contentent pas de suivre les tendances ou de les théoriser, mais les façonnent jour après jour dans leur travail quotidien avec leurs équipes, leurs partenaires métiers ou leurs clients. Dans chaque épisode, nous discutons de manière pragmatique des stratégies, des usages, des technologies et des implémentations qui redéfinissent notre monde d'aujourd'hui. Des IA à la blockchain en passant par la cybersécurité, les data lakes ou les digital workplace ou toute autre innovation qui transforme notre pratique au quotidien. Les succès comme les échecs nous intéressent. Ils sont le fruit de notre capacité à faire progresser nos organisations au bénéfice de celles-ci, des utilisateurs et des clients. Efficacité, croissance, productivité, expérience client, chiffre d'affaires, nouveaux business models, engagement employé, tous ces objectifs sont recherchés par nos invités qui décrivent leur expérience concrète sur le terrain pour nous faire progresser ensemble. Pour les leaders actuels et de demain, abonnez-vous dès maintenant à La Voix du CTO et restez à l'avant-garde du changement. Embarquez avec nous dans cette aventure passionnante et grandissons collectivement dans cette période de changement continu qui s'accélère tous les jours. Bonjour à tous, nous voici pour notre second épisode du podcast La Voix du CDO avec mon comparse Dawson. Bonjour Dawson. Bonjour Miguel, bonjour à tous. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir trois invités de qualité, grande qualité, vous allez le voir. Raouf Sada, avocat en droit du numérique, Vincent Oliveira de la société Webin, spécialisé dans le marketing digital et l'IA, et Laurent Abraham, Head of LLM de Time. Louis Abraham, Head of LLM de Time. Et je vais vous demander de vous présenter les uns et les autres un petit peu rapidement, déjà pour qu'on comprenne bien votre parcours aussi, qui vous êtes, et puis le thème de cet épisode aujourd'hui, c'est regard croisé sur l'intelligence artificielle avec ces trois expériences complémentaires très riches. Et cela va nous permettre d'avoir des débats assez passionnants autour de ce grand sujet du moment qui est comment on implémente des projets d'intelligence artificielle, quel est le contexte dans le monde des entreprises. Et c'est vraiment un sujet que tous nos auditeurs attendent avec impatience. Alors, je vais proposer à Vincent de démarrer peut-être. Qui es-tu? Quel est ton parcours? Et très rapidement. Et puis, merci Vincent d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous. Du coup, Vincent, je viens d'une formation d'ingénieur. J'ai commencé rapidement à entreprendre il y a une dizaine d'années où j'ai créé une première société qui faisait des solutions de caisses enregistreuses sur iPad qui permettaient de collecter beaucoup de données avec des gros enjeux de traiter cette donnée. Et en toute transparence, on n'a vraiment jamais réellement réussi à exploiter cette donnée. Mais on a quand même construit une belle aventure qui s'est fait racheter par SumUp, l'acteur du paiement, il y a maintenant 4 ans. Ensuite, je suis allé du côté de la grande distribution alimentaire pour avoir encore plus de données. Cette fois-ci, avec l'IA, on a pu faire pas mal de choses en termes de personnalisation d'expérience d'achat. Mais j'étais assez frustré de voir que seules les énormes sociétés peuvent réellement appliquer ce genre de personnalisation en ligne. Et du coup, j'ai créé Webin il y a un peu plus d'un an, avec pour mission de permettre à tout site de pouvoir personnaliser leur expérience d'achat en ligne sans aucun effort grâce à l'intelligence artificielle. Donc voilà, aujourd'hui je suis CEO et cofondateur de Webin. Super, on va en découvrir un petit peu plus encore tout à l'heure. Louis, je te passe la parole pour te présenter également. Merci de l'invitation. Ce qui m'amène aujourd'hui, c'est ma casquette de spécialiste de l'IA et en particulier du NLP. Je parle plus de NLP que d'IA générative, parce que l'IA générative, ça concerne plein de techniques différentes moi, je me concentre principalement sur celles qui ont rapport au texte. Donc, moi aussi, j'ai une formation d'ingénieur. Donc, j'ai fait Polytechnique et j'ai étudié également à ETH Zurich, en Suisse. Et à la fin de mes études, j'ai créé 2 startups
d'abord une qui s'appelle Secrecy, qui développe des technologies de cloud sécurisées, avec des technologies de chiffrement de bout en bout. Et l'autre, Gematria, qui développait en fait des solutions en NLP pour des clients. Et je pense que je parlerai principalement d'ailleurs de cette expérience-là aujourd'hui, parce qu'on a vraiment, on était là en fait dès 2020. Donc c'est-à-dire vraiment au moment où les modèles de langage commençaient à faire des gros progrès. On a vraiment vu l'essor et on essayait déjà à l'époque, parce qu'on savait que ça allait arriver, que les performances augmentaient, on essayait déjà d'évangéliser ça dans pas mal de secteurs différents. Et enfin aujourd'hui, donc je suis Head of LLM and Gen AI chez Time, qui donc est une fintech qui propose des logiciels de comptabilité à la fois à destination des comptables et des entrepreneurs. Super intéressant, très riche également nos échanges. Et Raouf, bienvenue. Merci, bonjour à tous. Donc moi je suis Raouf Saada, je suis de formation juriste, donc je suis avocat, spécialisé en droit du numérique. Ça fait maintenant un peu plus de 10 ans, donc ça ne me rajeunit pas, ça va faire même peut-être 12-13 ans. Pour la petite histoire, moi j'ai exercé auparavant, avant d'être avocat, au sein de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Donc je me suis spécialisé, je suis un peu tombé dans le droit du numérique un peu par hasard dans le cadre de mes études. J'ai fait un master 2 spécialisé, puis dans le cadre d'un stage, j'ai été pris à la CNIL. Et là, j'ai découvert finalement toute l'application de cette réglementation-là. Donc j'ai vu tout le côté application de la réglementation du côté du régulateur. C'était super intéressant. Et quand j'ai eu mon diplôme, finalement, la CNIL m'a dit pourquoi pas devenir juriste le temps que tu trouves un cabinet d'avocats, une collaboration. Et au final, je suis resté 2 ans là-bas. Et après, je suis passé de l'autre côté de la barrière. En tant qu'avocat, j'ai conseillé finalement les clients, les organisations pour finalement mettre en application toute cette réglementation. Donc là maintenant, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis spécialisé là-dedans. Et donc on accompagne chez EY Société d'avocats l'ensemble de nos clients sur le droit du numérique. Donc ça va être tout ce qui va toucher protection des données personnelles, tout ce qui va être propriété intellectuelle, etc., contrat informatique, tout ce qui est web, et également du coup intelligence artificielle qui commence à nous occuper pas mal avec ce nouveau règlement. Oui, parce qu'il y a pas mal de sujets sur le juridique et avec les AI Act en particulier européen, et les régulations qui se mettent un peu en place partout de toute façon dans le monde. Tous les pays sont en train de réfléchir aux régulations à mettre en place autour de l'IA, effectivement. Alors, ce que je vous propose, c'est que chacun puisse nous partager une expérience concrète, parce que l'objectif pour nos auditeurs dans ce podcast, c'est vraiment de partager des expériences et qu'on puisse se projeter sur comment est-ce qu'on implémente réellement, grâce à l'IA, et des sujets en entreprise, ou pour l'entreprise elle-même, ou pour les clients que vous pouvez avoir, et quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer, comment les dépasser, et puis bien entendu les succès qui vont avec. C'est ça qui est extrêmement intéressant, et puis après ça nous permettra de vraiment échanger tous ensemble sur ces expériences-là. Donc peut-être Vincent, si tu peux commencer et nous décrire en 5-10 minutes maximum une expérience concrète sur laquelle on puisse rebondir plus tard. Très bien, avec plaisir. Du coup, nous, on vient automatiser un processus qui était très humain à la base, qui s'appelle l'optimisation du taux de conversion, le CRO, qui aujourd'hui consiste à aller analyser en détail toutes les données des visiteurs sur un site internet, voir comment ils se comportent, où est-ce qu'ils cliquent, où est-ce qu'ils ne cliquent pas, pour détecter des points de friction. Analyser ça de manière humaine, pour essayer de comprendre pourquoi ils cliquent ou ils cliquent pas sur le bouton avec lequel on va interagir, émettre des hypothèses, les implémenter, mesurer. Tout ça est un processus du coup très long, très humain, et nous on va l'automatiser entièrement avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on va installer un plugin sur le site de nos clients
qui va automatiquement modifier l'affichage pour chaque visiteur pour afficher la meilleure version du site dans l'espoir de convertir au maximum. Sur le principe, c'est quelque chose d'extraordinaire, une IA qui va améliorer le site. Dans la réalité, quand on va voir des responsables marketing, des directeurs marketing ou des directeurs d'entreprise et on leur dit on va mettre une IA sur votre site, rapidement ils se braquent. Et du coup, il y a tout un enjeu d'éducation derrière pour les accompagner, leur expliquer comment ça fonctionne, en quoi l'IA est quand même maîtrisée et en quoi ça va quand même leur apporter des bénéfices. Mais il y a pas mal de choses. Alors, donc, ce côté un peu réfractaire de je laisse une IA refaire mon site est très compliqué. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un humain entre les deux. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus l'IA qui propose, c'est l'IA qui propose à travers un humain qui dit l'IA m'a proposé ça et je pense que c'est une bonne idée. Juste le fait qu'un humain derrière dise c'est une bonne idée, ça rassure complètement. Alors que derrière, c'est toujours l'IA qui a détecté le problème et proposé la solution. Mais juste côté un peu humanisé, l'intelligence artificielle a un vrai enjeu et je pense que les notions de confiance dans l'intelligence artificielle sont un vrai sujet. Je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter aujourd'hui, mais c'est un de nos principaux challenges, c'est pouvoir prouver que l'IA est maîtrisée et ne va pas afficher n'importe quoi sur un site, surtout qu'il y a pas mal de réglementations aussi. On ne peut pas tout afficher ou tout ne pas afficher. Il y a pas mal de choses qui sont réglementées. Donc, expliquer comment une IA peut interagir sur un site sans tout casser. Ça, c'est un de nos gros challenges au quotidien. Ouais, super. Et c'est un vrai humain, c'est pas un avatar? Non, on a des vrais humains. Du coup, ça nous rajoute une petite complexité, mais l'humain fait juste lire des dashboards générés par notre IA. Pour le coup, on avait vraiment essayé au début, c'était un email automatique qui partait. Les gens étaient un peu braqués. On a transformé cet email automatique par juste un email envoyé par un humain, pré-rédigé, mais juste signé par un humain et avec un numéro de téléphone humain derrière au cas où ils veulent l'appeler. Ils appellent pas plus, mais ils ont l'impression que c'est un humain qui leur conseille, du coup, ils sont contents. D'accord. Ah ben, c'est super intéressant. Merci Vincent. Et puis, on reviendra sûrement mais enfin, on reviendra bien entendu sur ton expérience. Et tu nous parlais avant le podcast de gains de productivité importants. Et ça m'intéresse énormément. Parce que c'est un des enjeux de l'IA, de toute façon, aujourd'hui aussi dans les entreprises. Donc, il faut qu'on en parle également. Je voulais, Louis, pardon, je voulais juste rajouter, c'est vrai que pour l'expérience de Vincent, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que sur l'audience d'un site, il y a parfois des centaines de visiteurs de centaines de milliers de visiteurs par jour, sur lesquels l'humain est incapable de suivre la navigation sur le site internet. Aujourd'hui, la technologie nous permet de quantifier cette navigation sur chacun des points du site et d'optimiser l'expérience. Et en cela, la technologie nous apporte ce que l'humain serait incapable de faire, ou du moins avec des ressources en milliers de gens qui suivraient des milliers de gens en train d'interagir. Et d'où l'apport en fait de cette data-là et comment elle est analysée après. On en parlera dans un deuxième temps. Mais on est dans un univers autour du marketing, autour de l'expérience utilisateur du client. On va voir avec lui, on est dans un autre registre, avec Raouf aussi sur une analyse plus globale au niveau réglementaire. Donc, Louis, si tu veux rebondir un peu sur ton expérience et les nombreuses réalisations que tu as pu accompagner. Très bien. La question à la base, c'était comment on implémente l'IA dans une boîte. Et je pense que le plus important, pour avoir été un peu de l'autre côté en tant que consultant et quelqu'un qui cherche à vendre des solutions, déjà, c'est de trouver une application. Et souvent, c'est assez compliqué. C'est plus compliqué qu'on le croit. S'il y avait, et je dirais même, si la chose n'existe pas déjà sur étagère,
chez un concurrent, par exemple, c'est qu'on va vraiment être sur un problème un peu de niche, je pense. Sauf si on est bien sûr une grosse boîte qui se spécialise dans l'IA. Je rebondis beaucoup sur ce qu'a dit Vincent, parce que nous, à un moment, on a voulu vendre une solution à base de NLP, donc chez Gematria, qui permettait à des analystes financiers de faire leur travail beaucoup plus rapidement. Donc en fait, on pouvait lire plein de rapports financiers, plein de rapports annuels, de ce qu'on appelle des SEC filings. Donc c'est sur le marché américain. Donc ce sont les dossiers qu'on envoie à la SEC, l'autorité américaine des marchés. Et en fait, on allait voir des asset managers pour leur parler, pour leur proposer d'améliorer, simplement un petit peu de les augmenter. Alors pas non plus de les remplacer, mais de les augmenter. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'on avait vraiment plusieurs types d'asset managers. On avait ceux qui étaient très quantitatifs et qui avaient déjà, qui en fait ne lisaient même pas ce genre de rapport parce qu'ils avaient d'autres signaux. On avait ceux qui en fait qui comprenaient pas vraiment l'intérêt, qui pensaient ils comprenaient que ça pourrait leur faire gagner du temps, que ça pourrait leur permettre de faire un peu moins d'erreurs, parce que lorsqu'on lit beaucoup de dossiers, à la fin, on fait des erreurs. Mais en fait, ils comprenaient pas pourquoi ils devraient faire ça. Donc ça, c'est intéressant. Il y a des gens, et on peut penser que dans la finance, les gens cherchent toujours à être plus performants, on a cette image-là, mais ça, c'est vrai, principalement, je pense que pour certains hedge funds assez compétitifs. Mais si on va voir l'analyste financier moyen, en fait, et un employé de bureau tout à fait classique, il n'a pas forcément un intérêt énorme à gagner en efficacité sur son travail. Il a déjà ses heures, il organise son travail en fonction de ses heures, il n'a pas envie de se faire remplacer, en fait. Et ça, c'était vraiment un choc pour nous à l'époque. Et la troisième catégorie, et celle-là, c'est un peu celle qui nous a permis de faire des choses intéressantes, ce sont les gens qui sont sur soit sur des marchés alternatifs, soit sur des thèses d'investissement qui sont un peu alternatives et différentes. Et je pense qu'en fait, c'est assez intéressant parce que finalement, l'innovation, elle vient pas forcément des gens qui cherchent à faire comme tout le monde, mais elle vient vraiment des gens qui cherchent déjà dans leur thèse, dans leur méthode, dans leur approche, à être innovants. Ensuite, je pense que la question à se poser, en tout cas qui est assez centrale, ce sont les données. Et c'est là que l'IA générative apporte quelque chose de vraiment totalement nouveau. On entre dans un paradigme radicalement différent, qui est que en 2020, quand on faisait de l'IA, donc il y avait à cette époque-là, il n'y avait pas GPT 3.5, il y avait pas, il y avait je crois que GPT-2 doit dater de 2019, mais GPT-2 pouvait vraiment pas faire grand-chose de très utile. Et donc en fait, quand on voulait trouver un problème à résoudre, il y avait vraiment que deux solutions. Soit le problème était déjà résolu et on prenait un modèle spécialisé sur étagère qui pouvait répondre à ce besoin, soit le problème n'était pas résolu, et dans ce cas-là, il fallait vraiment avoir un dataset assez conséquent. J'ajoute une troisième possibilité, qui est que le problème pouvait déjà être résolu, mais sur des classes de documents un petit peu différents. Par exemple, on pouvait vouloir analyser le sentiment dans des articles de journaux financiers et n'avoir que des tweets, par exemple, comme dataset d'entraînement. Dans ces cas-là, ce qu'il convient de faire, c'est d'utiliser un deuxième dataset pour faire ce qu'on appelle du fine-tuning, donc adapter un modèle déjà pré-entraîné à un nouveau problème. Et en fait, aujourd'hui, maintenant en 2024, lorsqu'on cherche à résoudre le même genre de problème avec de l'IA générative,
En fait, on n'a pas. Alors, ça dépend bien sûr du format de données, etc. Je vous parlerai ensuite d'un problème particulier qui peut pas se résoudre avec de l'IA générative actuelle. Mais en fait, aujourd'hui, si on veut, par exemple, faire de la classification de sentiments, on prend ChatGPT, on lui dit donne-moi le sentiment. Est-ce que cette annonce, est-ce que cette nouvelle est positive ou négative pour l'entreprise? Il vous répond. Il n'y a plus besoin de données, même sur les tâches. Bon, ça, c'est la tâche un petit peu de base, la classification de sentiments qui existe depuis les années, enfin, qu'on sait bien faire depuis les années 2000. Bien sûr, même si on augmente toujours en précision. Mais si on lui demande, donne-moi les entités qui sont présentes dans ce texte, et si on lui demande, dis-moi ici si lorsque le mot, par exemple, Apple est présent, il s'agit du fruit ou de l'entreprise, il va nous répondre. Et il n'y a pas du tout. Et ça, ce sont les problèmes qui étaient assez difficiles à résoudre. Et ça, c'est quelque chose qui a radicalement changé la donne. Ensuite, je pense que, bien évidemment, là, il y a un volet compliance qui est assez évident, mais ça, je ne vais pas faire l'affront à Maître Sada de parler à sa place. Mais je pense ensuite qu'il y a des problématiques diverses qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder, par exemple, de KPI, de métriques un petit peu à mettre en place, de problématiques de qualité, par exemple, en particulier avec l'IA générative. Je pense que l'IA générative, elle a un énorme avantage qui fait qu'elle est virale dans les entreprises, c'est qu'elle vous demande rien justement pour être mise en place. Oui. L'IA générative, c'est un appel à une API et c'est tout. Ça fait que n'importe qui peut en bénéficier. C'est facile d'impressionner un board ou un COMEX en montrant deux, trois applications. Mais derrière, est-ce que la qualité est vraiment au rendez-vous? On ne sait pas vraiment. Je pense on va tomber dans pas mal de déconvenus dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, quand on va voir, par exemple, des supports clients qui vont devenir calamiteux. Parce que d'accord, les gens n'attendent plus pour être mis en relation avec un conseiller. Donc évidemment, les temps de réponse vont chuter. Ça va être bon. Mais de l'autre côté, moi j'attends de voir si tout le monde sera exactement satisfait. Non, bah, c'est super. Merci Louis de partager ça. Dawson. Oui, alors merci. Alors je rejoins l'idée de ce que dit Louis sur cette partie-là. Je pense que c'est pas la solution à tout. L'IA, on le voit, et puis on le voit dans l'expérience de Vincent, c'est que finalement dans l'adoption, le fait qu'il y ait une personne entre l'utilisateur ou la prise de décision ou la qualité de la décision, on l'a vu aussi dans le premier épisode avec Johanna Pomion qui expliquait dans le domaine juridique, et là on va rebondir avec Raouf, je donnerai la main à Louis sur cette partie-là, c'est que le rôle de l'humain est encore là et encore nécessaire pour valider la direction dans laquelle on va. Oui, tu voulais dire. Oui, je viens de réaliser d'ailleurs qu'il y a quelque chose peut-être à mettre en parallèle. C'est une question que je pose à Raouf. Je me demande si en fait ce biais psychologique qui fait que les gens ont besoin qu'il y ait un humain dans la boucle et pas à mettre en relation avec un article du RGPD que je connais plus par cœur, mais qui dit justement qu'il faut tout le temps qu'il y ait un responsable du processing, qui demande qu'il y ait quand même quelqu'un qu'on puisse contacter, qui à mon avis se fait jamais contacter, mais quelqu'un qui doit un petit peu. Bon, c'est assez flou d'ailleurs. Je suis curieux d'avoir votre avis dessus, mais c'est assez flou d'ailleurs exactement ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit vraiment tout relire ou pas? Est-ce qu'il doit connaître les algorithmes ou pas? Et est-ce qu'il doit juste dire qu'il est responsable et avoir l'étiquette sur le front? En fait, oui, ça peut être mis en lien dans le sens où c'est vrai que le RGPD abordait déjà cette problématique, notamment avec des dispositions particulières dès lors qu'on mettait en place des traitements qui induisaient finalement ce qu'on appelle nous comme du profilage en fait, des traitements automatisés qui
qui aboutissaient finalement sur des décisions, sur des individus, mais des process complètement automatisés. Et là, pour le coup, le RGPD prévoyait la possibilité d'avoir une intervention humaine sur ce type de traitement particulier, comme le profilage par exemple. Après, il faut mettre en lien aussi avec cette obligation qu'on dit d'avoir un responsable de traitement, mais là, c'est plus une qualification finalement. Ça veut dire que dès lors que vous allez utiliser les données, il y a nécessairement un acteur qui sera responsable, et ça sera lui le responsable de traitement. Et le RGPD prévoyait aussi l'obligation finalement de permettre aux personnes concernées de contacter finalement cette personne-là pour pouvoir justement lui donner l'ensemble des informations, exercer ses droits, ça veut dire les droits d'accès, les droits de suppression, droits d'opposition, etc. Donc là, ça peut être lié effectivement, mais c'est vrai que le RGPD finalement, même avant justement les réglementations sur l'IA, on abordait finalement les problématiques de l'IA, certaines problématiques de l'IA, via le RGPD. Parce que finalement, on va avoir un traitement de données. Alors, certes, ce ne sont pas que des données personnelles, mais en tout cas, sur la partie données personnelles, avec les données de test ou avec l'ensemble des données qui vont être utilisées pour alimenter finalement l'algorithme et l'IA et le système d'IA, finalement, ces données-là vont devoir respecter les principes de la réglementation. Donc là, maintenant, on a une réglementation qui est beaucoup plus spécifique, qui est beaucoup plus adaptée finalement à l'évolution de cette nouvelle technologie. Mais il est vrai que les deux réglementations sont étroitement liées et on le voit, on dit que l'IA Act a été très inspiré par le RGPD. Moi qui ai assisté nombre de clients sur l'implémentation du RGPD avant 2016, bien avant 2016, on se rend compte que là, on est un petit peu dans une situation similaire où on est dans l'attente, les entreprises tâtonnent un petit peu, elles essaient de comprendre quelles sont leurs obligations. Et donc là, c'est ce qu'on fait nous actuellement, c'est comme ça qu'on accompagne les entreprises. Ça veut dire on essaye de leur permettre de voir plus clair dans la réglementation, dans la classification de leur système d'IA, parce qu'en fait, la réglementation va parler de classification, elle va définir différentes obligations en fonction de l'utilisation que vous allez faire de votre système d'IA. Et donc, plus votre système d'IA va être intrusif et va avoir un risque en fait sur les droits et les libertés des personnes, plus il y aura des contraintes. En revanche, si on est sur des IA qui sont à risque très faible ou risque modéré, on aura très peu d'obligations et donc c'est un peu le paradoxe entre ces deux réglementations, mais en tout cas, c'est que l'IA, finalement, l'IA Act va permettre d'englober 90%, ou en tout cas la vocation est d'englober en tout cas l'ensemble des cas d'usage de l'intelligence artificielle actuellement, puisque le texte n'est pas, il est neutre, il est technologiquement neutre, il va juste appliquer des obligations, mais pas à la technologie, plus au risque que l'IA va faire peser dans le cadre de son utilisation. C'est clair. Hein. Et est-ce que tu as un exemple concret, Raouf, à partager avec nous En termes d'exemples concrets, nous on est un peu dans les prémices, si vous voulez, de l'accompagnement des clients, puisqu'en fait, les clients avant, si vous voulez, ils mettaient en place leur projet et puis ils n'avaient pas nécessairement ce prisme juridique spécifique à l'intelligence artificielle. Donc, ça passait finalement par tous les process qui étaient communs et qui étaient déjà en place. Si on prend le RGPD, dès lors que vous avez un système d'IA, on va identifier qu'il y a potentiellement un risque sur la protection des données personnelles. Et donc, on va passer sur un process qui est totalement courant maintenant dans les entreprises, de réaliser une analyse de risque en interne, de faire une analyse d'impact sur la protection des données et de se poser les bonnes questions. Ça veut dire en respectant l'ensemble des principes du RGPD, qui va être est-ce que mes données sont bien adéquates, sont bien nécessaires à ma finalité, est-ce que j'ai bien minimisé les données, est-ce que je ne vais pas aller chercher trop de données, est-ce que je supprime les données au bon moment, est-ce que je ne prends pas trop d'informations, est-ce que je ne vais pas toucher des informations sensibles. Donc ces éléments-là finalement ont déjà été intégrés dans les réflexions des organisations, c'est des éléments qui sont pris en compte. Maintenant, finalement, avec le nouveau cadre juridique, d'autres questions se posent, puisqu'il y a d'autres obligations qui s'imposent. Et là, finalement, c'est vrai que la réflexion est beaucoup plus poussée maintenant.
Et ça passe notamment par, si on prend les différents cas d'usage qu'on aurait pu avoir, la principale problématique va être finalement de se dire, bon, je vais faire déjà répertorier les différents systèmes d'IA que je mets en place, parce que c'est pas simple. Dans les organisations, il y a beaucoup de projets. Et là, l'idée, c'est aussi de faire cette sorte de cartographie, de se dire, bon, qu'est-ce qu'on a mis en place? Et ensuite, c'est de qualifier, en fait. Ça veut dire catégoriser. Je vais évaluer mon système d'IA, je vais dire, bon, dans quelle catégorie je suis? Est-ce que je suis à risque modéré? Est-ce que c'est inacceptable? Est-ce que c'est un risque élevé? Et si éventuellement je passe sur des risques élevés, là, je vais avoir des obligations supplémentaires à mettre en place. Donc ça, c'est aujourd'hui le type de réflexion qu'on a. On accompagne aussi beaucoup de clients dans tout ce qui est gouvernance d'intelligence artificielle, parce qu'il y a des obligations sur la gouvernance. Et c'est assister les organisations à bien s'organiser, bien définir les rôles et responsabilités de chaque acteur, se poser les bonnes questions, prendre les bonnes décisions pour pouvoir finalement déboucher sur un système d'IA qui aura une conformité assez maximale et en tout cas qui puisse prendre le sujet et ensuite dérouler. On le voit, on fait toujours le pendant avec le RGPD dès lors que la gouvernance ne va pas être explicitement inscrite dans le RGPD, mais si vous n'avez pas une bonne gouvernance et que vous ne définissez pas les rôles et les responsabilités de chaque acteur, finalement, tout le projet de mise en conformité ne pourra pas être lancé de manière pérenne. Et là, c'est ce qu'on voit. Et donc, les différents cas d'usage qu'on peut voir à ce stade, c'est des cas d'usage un peu classiques. C'est tout ce qui va être mis en place de chatbots. Donc là, on sera sur des choses assez simples ou assez à risque assez faible. Ou alors, ça va être création d'un moteur de recherche ou une base documentaire intelligente en interne. C'est souvent les RH qui nous posent des questions. Ça va être aussi la génération de données, la génération de contenu, des choses comme ça, ou beaucoup d'automatisation de certaines tâches. Là aussi, on intervient sur ces aspects-là. D'accord. Une question très, très concrète, hein. En fait, si on démarre justement une entreprise, démarre des projets d'IA, donc il faut mettre en place tout de suite, il vaut mieux, ce genre d'études d'impact, de classification, de catégorisation. Il faut le faire vraiment tout de suite pour éviter de se retrouver dans une situation difficile après, ou est-ce qu'on peut attendre et d'abord expérimenter, et puis ça viendra après de mettre en place toute cette gouvernance? Tout va dépendre finalement de votre projet. Si le projet il est déjà défini, on peut commencer à faire l'analyse, parce que du coup, on va se dire, c'est un peu le pendant du privacy by design. Ça veut dire qu'on va essayer d'intégrer l'ensemble des éléments relatifs à la réglementation dès le design de la solution, afin d'éviter finalement de devoir mettre en place certaines actions de conformité 1 an ou 6 mois après, alors qu'on a déjà dépensé énormément d'argent, qu'on a passé beaucoup de temps à développer un système d'IA, et finalement on se rend compte qu'il faut faire machine arrière. Donc c'est très chronophage, c'est coûteux. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette éthique-là et de se dire que j'ai un projet, je le conçois pour un but précis, et ensuite ça me permet finalement de qualifier mon système pour ensuite me dire quelles obligations je vais devoir respecter. Si on part dans le flou et qu'on ne sait pas trop exactement ce qu'on va mettre en place, c'est beaucoup plus difficile finalement. On navigue un petit peu à vue et on n'est pas à l'abri que finalement on se mette à développer une IA qui peut être catégorisée comme étant un risque élevé, et on va se retrouver avec une charge d'obligation supplémentaire qu'on n'avait peut-être pas prévue en amont. Je rebondis sur ça. Je rebondis sur cette partie-là, parce qu'effectivement, je pense que il y a un enjeu du sectoriel et de l'industrie. C'est vrai que sur les enjeux RGPD, si on est dans le secteur médical, où on est dans les gens où on va traiter des données personnelles sensibles, je pense qu'il est prudent de travailler sur cette partie-là réglementaire parce qu'elle s'impose de manière plus sévère dans cette partie-là. Et j'avais une autre question, c'est lié, parce que beaucoup d'amis entrepreneurs étaient vent debout contre l'IA Act, en disant ça va brider l'innovation, surtout quelques amis du côté États-Unis en plus. On a la chance d'avoir des entrepreneurs là autour de la table. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Je pense en effet qu'il y a un vrai enjeu de la réglementation de
laisser la liberté d'entreprendre efficacement, mais intelligemment. C'est vrai que quand on voit ça, surtout en tant qu'entrepreneur, ça fait peur. On n'a pas envie qu'une réglementation nous empêche d'innover, surtout quand on a peu d'impact dangereux. Encore une fois, je suis pas dans le milieu médical, et heureusement, et je pense que les gens dans ce genre de milieu prennent les textes assez différemment de moi. Mais c'est ça que j'aime bien dans l'approche de l'AI Act, c'est que ça c'est défini par niveau de risque et en effet, heu, ça limite les les projets à fort risque et ça laisse beaucoup de liberté quand même, à d'autres projets comme le mien qui ont moins d'impact, poussé sur les données, personnelles et il y a moins d'impact direct sur ce qu'on en fait. Mais oui, il y a un vrai enjeu de, à la fois empêcher, les débordements, les dérives, de l'IA et à la fois laisser cette, possibilité d'innover parce qu'il y a énormément de choses à faire, avec l'IA, de tâches, à automatiser, qui, en soi ne comportent aucun risque. Oui, non, c'est une très bonne remarque parce que c'est vrai que c'était l'un des éléments finalement qui était, qui a alimenté la réflexion finalement, de l'Europe sur cette réglementation-là. Quand on regarde les considérants de l'IA Act, il y a marqué vraiment expressément que, cette réglementation finalement, elle a également pour volonté de ne pas restreindre ou de ne pas freiner, de manière, indue, le développement de l'ensemble de la technologie dans ce domaine, ou alors de ne pas augmenter de manière disproportionnée les coûts de mise sur le marché de solutions d'IA. Donc on est vraiment sur on a pris en compte cette approche, d'innovation, d'entrepreneuriat, etc. Et en fait, on fait une balance. Ce texte fait une balance finalement avec entre les dérives qu'il peut y avoir, parce qu'on a quand même sur des dérives qui potentiellement, on commence à le constater, mais on voit qu'il y a quand même de potentielles dérives sur les systèmes d'IA. Donc là, c'est vraiment mettre en place des garde-fous. C'est un peu comme le RGPD à l'époque. Le RGPD, on disait que moi, j'avais des clients qui me disaient, mais maintenant, en 2018, dès lors qu'il était entré en application, les clients disaient, ah bah, on peut plus rien faire, on peut plus gérer les données, il faut que j'aille redemander le consentement de tous mes clients, etc., etc. Et on se rendait compte que finalement, c'était une mauvaise interprétation de la règle et que si on appliquait bien le RGPD, déjà d'une part, il n'y a pas besoin d'aller redemander le consentement de tout le monde. Et de deux, on pouvait l'utiliser, le RGPD, comme un avantage concurrentiel, comme un moteur qui permettait de finalement de nettoyer sa base de données, d'être beaucoup plus efficace, d'optimiser les données qu'on avait. En fait, et finalement, c'était un levier. Et je pense que ça pourrait être la même chose en fait pour l'intelligence artificielle, où on a identifié de manière très claire certaines dérives et interdite certaines pratiques qui sont listées de manière nominative dans le règlement, où on va avoir tout ce qui va être crédit social, comme en Chine. Là, pour le coup, c'est interdit en Union européenne parce que c'est contraire, c'est considéré comme contraire aux valeurs de l'Union. Et tout ce qui va être technique subliminale, enfin des éléments comme ça. On a une liste de 7 à 8 systèmes d'intelligence artificielle qui sont carrément interdits en fait par la réglementation. Donc premier garde-fou, et ensuite les obligations complémentaires dès lors qu'on estime qu'il y a un risque, notamment sur des dispositifs qui ont trait, comme on disait tout à l'heure, soit à la santé, soit à la sécurité des produits, etc. Oui, c'est très, très riche. Effectivement, c'est des problématiques qu'on se pose tous systématiquement. J'avais une autre question, du coup, un petit peu adjacente, mais justement, comment choisir, parce que dans les systèmes d'IA, il y a plusieurs générations, même dans les LLM, là, il y en a de plus en plus qui sortent. Comment bien choisir son système d'IA et avec le meilleur impact. Peut-être que Louis, en tant que Head of LLM, tu es peut-être confronté à cette problématique aussi. Et quels sont les retours d'expérience? Sur la question précédente, je n'ai pas eu le temps de réagir, mais moi je pense que c'est avant tout une question de bon sens. Peut-être que c'est pas très juridiquement correct, mais globalement,
les lois qu'on fait passer, elles sont surtout une affaire de bon sens. Le RGPD, en soi, il y a bien sûr les règles qui étaient un peu plus strictes, et il y avait l'application. Et je pense que dans les premières années, la CNIL allait vraiment voir que les acteurs qui étaient en violation absolument flagrante. Sur l'IAC, pour l'instant, finalement, il n'y a rien qui est écrit. Les choses qui sont écrites, c'est des choses évidentes. Le crédit social, c'est évident. Une autre application, je crois, qui est interdite, c'est l'identification biométrique dans les lieux publics. Et ça, bon, c'est un peu évident aussi que c'est pas quelque chose qui est en accord avec les valeurs. Donc là, pour l'instant, l'IACT, je crois qu'ils doivent mettre en place une commission. Et je pense que ça dépend. On verra ce que ça va donner, mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'ils disent grand-chose de nouveau. En soi, l'identification biométrique, le RGPD, ça l'interdisait déjà. Ou même, par exemple, les directives de la CNIL, voilà, tout ce qui est image dans un lieu public, c'est l'un des trucs les plus interdits, je pense, en France. Sur comment choisir son modèle, moi, je suis d'avis, bien sûr, il faut avoir quelques intuitions, mais je pense que c'est comme partout en machine learning. Je crois que c'est Andrej Karpathy qui a dit ça, et que finalement, si on voulait avoir les meilleures performances, il fallait juste tout essayer. Et je pense que c'est en particulier vrai avec les LLM. Avec les LLM, on peut avoir beaucoup de surprises parce que ils ont des très bonnes performances de base, mais quand on veut augmenter un peu ces performances, on peut faire ce qu'on appelle du prompt engineering. Donc, quand vous avez un LLM, vous lui posez une question, et en fait, selon la manière dont vous allez lui poser de la question, ça va changer la performance. Par exemple, si vous voulez lui demander, par exemple, si un tweet est plutôt de gauche ou de droite, en France, en fait, il va falloir lui parler aussi un petit peu. Par exemple, vous lui demandez simplement est-ce que le tweet est de gauche ou de droite. Ensuite, vous pouvez lui demander de donner un petit contexte politique sur les dernières actualités, parce qu'en ce moment, il y a des différentes polémiques qui vont un peu diviser les partis, parce que tel membre d'un parti aura donné une consigne et tel autre non. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez augmenter la performance très significativement des modèles avec des prompts, du coup, qui ne sont pas du tout ceux qu'on attend. Par exemple, il y a un papier qui avait fait un petit peu du bruit, mais plus parce qu'il était drôle que parce qu'il avait de l'impact, mais qui a montré que les modèles, les LLM, de type de ChatGPT et GPT-4, etc., étaient meilleurs lorsqu'on leur posait une question comme si on était un personnage de Star Trek. Donc, en fait, si on leur demandait journal de bord intergalactique, etc., avant de leur poser la question, ça a augmenté vraiment la performance, mais je crois d'à peu près 10% sur les benchmarks. Et en fait, bon, les LLM, c'est un petit peu, c'est très intéressant, mais on comprend pas vraiment comment ils fonctionnent. Et ça, par exemple, on peut pas vraiment l'expliquer. Surtout qu'un modèle aura jamais vu, par exemple, de données mathématiques dans Star Trek. Il parle pas de maths. Mais le fait voilà. Et donc, il y a vraiment des choses surprenantes. Et donc, je pense que là-dessus, le mieux, c'est juste absolument tout essayer. À LLM, on ne connaît pas les modèles de base, les modèles, on va dire, fondationnels, je ne sais pas comment dire en français, en anglais, on dit foundational models, ont été entraînés sur des datasets qu'on ne connaît pas très bien, qu'on ne maîtrise pas très bien, qui comportaient des données réelles, mais aussi des données synthétiques, qui ont été générées avec d'autres LLM. Et au final, ça crée des entités qu'on ne peut pas vraiment, qu'on n'arrive pas très bien à catégoriser. D'accord. Et Vincent, vous utilisez d'ailleurs, vous utilisez des modèles de LLM, enfin d'IA générative dans votre entreprise, ou plutôt du machine learning et de l'IA plus d'une autre génération? On a 3 modèles d'IA différents. Une partie côté analytics
qui est du pure machine learning, essayer de voir dans les comportements utilisateurs des informations. Une partie générative, on a pas réinventé la roue, on utilise les algorithmes disponibles sur le marché, avec un peu de prompt engineering, mais la réalité, c'est qu'on a une troisième partie qui est la partie vraiment performance, qui est un IA qui va essayer les choses. Nous, on a vraiment une approche pour l'optimisation. On va tester beaucoup de choses. On va essayer plusieurs dispositions, plusieurs textes pour un bouton, plusieurs couleurs pour un bouton. Quelle est la meilleure image pour un produit, par exemple, sur une fiche produit? Quel est le meilleur titre d'une page web? Donc, on va tester plein de choses et du coup, on va mesurer l'impact de chaque chose. On parlait aussi de qualité des modèles tout à l'heure. Je suis d'accord avec Louis, il y a une dégradation forcément de la qualité en passant par des modèles. Nous, on veut gommer ça par de l'A/B test, où on va vraiment tester si ça a un impact positif ou négatif, pas d'impact. Et c'est cette approche qu'on a, de tout tester, tous les modèles différents prompts, jusqu'à avoir celui qui marche le mieux, et sachant que le hack d'utiliser Parle comme un personnage de Star Trek ne marche pas toujours malheureusement, et qu'il faut utiliser plusieurs techniques pour pouvoir trouver la meilleure version. Mais oui, je reste aussi intimement persuadé que la seule façon de bien utiliser l'intelligence artificielle, surtout la partie LLM qui est très opaque pour un humain, c'est de tester plein de choses et de garder ce qui marche le mieux. Nous, on a l'avantage d'avoir des clients qui ont beaucoup de trafic et qui, du coup, on peut se permettre de réellement mesurer l'impact de chaque changement et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et encore une fois, c'est pas miraculeux, tout ne marche pas. Mais si on arrive à détecter justement ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas, on devient très performant. Louis? Alors, je rejoins totalement tout ce que Vincent a dit. Et je pense que s'il y a une conclusion à trouver sur ce sujet, c'est qu'en fait, le plus important, c'est pas le modèle, ce sont les métriques. C'est vraiment d'arriver à pouvoir mesurer la performance. Donc, dans le cas de Vincent, c'est de l'A/B testing, donc il y a du monitoring un peu permanent, etc. Il y a beaucoup de tâches, de cas d'usage sur lesquels c'est pas forcément évident. Si on prend par exemple les tâches de support client, par exemple, la satisfaction client, c'est pas un indicateur sur lequel on va avoir un retour immédiat. Et donc, je pense que dans ces cas-là, il faut vraiment mettre en place des proxys, il faut mettre en place d'autres métriques, il faut créer des sous-tâches sur lesquelles on peut définir des métriques, par exemple en ayant un dataset personnalisé, customisé, sur lequel on peut mesurer la performance automatiquement. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre la priorité avant même de commencer à développer un modèle. Je pense que je vais faire un parallèle avec une technique de développement logiciel qu'on appelle le test-driven development. Donc, il consiste, quand on écrit, alors bien sûr, cette technique, c'est pas le miracle, et en pratique, tout le monde dit qu'il l'utilise, et en fait, quand on écrit du code concrètement, on ne l'utilise pas vraiment. Mais après, on garde à l'esprit qu'il faut l'utiliser, et c'est ça le plus important. Cette technique, ça consiste, lorsqu'on écrit des algorithmes, à d'abord écrire des tests. C'est-à-dire qu'on écrit, c'est une sorte de spécification de ce que l'algorithme doit faire. Si je vous donne une liste de noms et que je vous demande de compter le nombre de fois que chaque nom apparaît, en fait, en écrivant des tests, vous allez apercevoir, par exemple, que vous ne savez pas vraiment ce qu'il faut renvoyer si on vous donne la liste vide. Est-ce que ça va être accepté? Est-ce que ça ne va pas être accepté? Est-ce qu'il faut renvoyer une erreur ou pas? Et en fait, ça vous permet de mieux approcher l'implémentation et donc de ne pas se lancer comme ça sans avoir mûrement réfléchi. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est si jamais à un moment, lorsque vous modifiez quelque chose, un petit paramètre, vous apercevez qu'il y a un test qui plante,
ce que vous pourrez faire, ce sera simplement retourner à la version d'avant ou essayer de corriger le bug. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que sur des modèles d'IA, comme ça, qui peuvent, dont on ne connaît pas bien, justement, dont on n'arrive pas très bien à comprendre la performance, d'où elle vient, on ne sait pas non plus comment elle pourra repartir. Donc, je pense que c'est absolument fondamental de mettre en place des métriques et de pouvoir ensuite itérer. Et après, une fois qu'on a mis en place des métriques, on peut, de la manière quand on a mis en place des tests, on peut itérer avec beaucoup plus de confiance parce qu'on sait ce qu'on fait et on voit que ça améliore les scores ou que ça les améliore pas. C'est super intéressant, effectivement. Et ça me fait penser, du coup, à un sujet que je voulais aborder, je rebondis dessus, qui était la productivité. Est-ce que l'on peut vraiment parler de productivité quand on met en place des outils d'IA? Parce que c'est un peu que beaucoup nous vendent, entre guillemets, où beaucoup d'études des grands cabinets parlent de gains de productivité extrêmement importants. Donc, est-ce que c'est des choses que vous avez constatées également, et les métriques permettant justement sûrement aussi de mesurer cela. Donc, voilà, qu'en pensez-vous? Non, clairement, je pense que ChatGPT est super comme langage, comme chat et comme IA, mais n'apporte pas de valeur directement. Et le vrai enjeu de l'IA, c'est pas juste de s'amuser à avoir des réponses automatiques, c'est de faire gagner du temps. L'IA est là pour remplacer des tâches chronophages avec peu de valeur ajoutée que les humains font, pour qu'on puisse se concentrer sur faire des choses à plus forte valeur ajoutée, ou se dégager du temps. Je crois encore que l'humain travaillera moins dans le futur grâce à l'IA, même si c'est peut-être qu'un rêve. Mais en tout cas, il y a un vrai enjeu d'automatiser des tâches humaines. Alors c'est exactement ce que nous on fait, où on a transformé un processus qui était entièrement humain via de l'intelligence artificielle. Mais le seul but de l'intelligence artificielle, c'est de faire gagner du temps aux humains et de les rendre plus efficaces, plus productifs, d'avoir plus de contrôle sur ce qu'ils font. Donc oui, c'est l'enjeu premier, je pense, de l'adoption d'une IA. C'est pas la technologie en elle-même qui est intéressante, c'est l'usage qu'on en fait. Et c'est un des sujets qui est très complexe, c'est de se dire, OK, j'ai une super technologie, maintenant comment je vais transformer cette technologie en vraie valeur pour une entreprise? Comment je vais transformer juste des maths, en gros l'intelligence artificielle c'est des maths, en quelque chose qui va me faire gagner du temps. Donc c'est là où je pense en plus que l'AI Act a un gros enjeu de laisser la liberté à innover pour trouver des solutions. Mais oui, l'intelligence artificielle a juste comme unique objectif d'aider la vie des humains. Juste peut-être pour rebondir sur cette liberté, et c'est vrai que c'est prévu également dans le règlement qui prévoit l'institution par les États finalement de sorte de bac à sable pour pouvoir justement s'entraîner, entraîner les systèmes d'IA, etc. Notamment sur les différentes finalités. Donc, regarder à chaque fois qu'est-ce que ça peut nous apporter en termes de valeur ajoutée, et puis faire la balance avec les risques potentiels que cela pourrait avoir. Et moi, c'est vrai que j'avais noté deux, trois anecdotes qui étaient plutôt amusantes, alors qu'ils doivent dater maintenant, quoique il y en a une un peu plus récente. Mais c'est vrai qu'on avait vu, on a eu quand même des exemples de systèmes d'IA qui se sont plantés un petit peu de manière publique et qui ont fait c'était assez comique quand même quand on regardait. Je pense notamment, alors il y a un petit moment sur le chatbot de Microsoft, je ne sais plus comment il s'appelle, mais celui qui était devenu raciste parce qu'il était alimenté par, par des spammers qui l'avaient alimenté tellement de données d'entraînement que finalement, parce qu'il se nourrissait finalement des données qu'il y avait sur les forums de discussion. Et donc, je crois qu'il était devenu raciste en moins de 24 heures, donc il a dû être débranché. Donc là aussi, ça permet aussi d'illustrer tous ces dangers finalement de la donnée en amont, de la donnée qui va permettre de nourrir le système d'IA. Là, récemment, j'avais entendu également qu'il y avait, alors je ne sais plus si c'était sur DALL-E ou sur Midjourney, où lorsqu'on leur demandait de faire une représentation de la banlieue française, c'était toujours des bidonvilles, des images de bidonvilles qui sortaient. Donc là aussi, il faut prendre en compte ces risques de l'IA
notamment tout ce qui est biais, discrimination, hallucination également. Donc on a c'est une très très belle technologie et on voit bien finalement l'utilité et l'intérêt d'avoir cette réglementation-là, de mettre en place des garde-fous justement pour éviter ces différentes dérives et risques liés à l'utilisation de cette formidable technologie. Louis. Donc dans les dérives de l'IA, vous auriez aussi pu citer certains de vos homologues américains qui ont utilisé ChatGPT pour construire des plaidoiries et qui ont cité des articles de loi qui n'existaient pas. Alors, il y en a certains qui se sont pris juste des amendes, et il y en a qui se sont vu retirer l'autorisation d'exercer. Je ne sais plus pour combien de temps, mais voilà, donc même les avocats se font avoir. Donc, si même les avocats se font avoir, comment les entreprises sont censées faire? C'est vrai que c'est une dérive, parce que finalement, c'est la facilité. Ça veut dire que, alors moi-même, j'ai déjà essayé pour m'entraîner d'utiliser ChatGPT, je ne sais plus, pour une formation quelconque. Et c'est vrai que j'étais assez bluffé, parce que finalement, on rentre juste le titre de la problématique et on a un plan en 3 parties qui sort. Donc c'est vrai qu'on est tenté de s'inspirer. Alors après, c'est le travail aussi d'éthique. Et en tant qu'avocat, c'est un travail même supplémentaire, c'est une obligation, d'aller fouiller, d'aller vérifier les sources, etc. Ça, c'est du b.a.-ba. J'ai envie de dire que ce sont des mauvais juristes qui se sont fait attraper, et en tout cas qui n'ont pas été très très professionnels, en tout cas sur ce point-là. Ouais. Mais la tentation est grande, et de toute façon, c'est ce qu'on constate dans l'ensemble des tâches. C'est-à-dire que même là, on a des jeunes collaborateurs, quand on va poser des questions ou faire des recherches, ChatGPT est un outil qui va être utilisé, qui va ressortir. Alors peut-être pas en tant que restitution finale, mais en tout cas, ça va permettre de donner des pistes pour ensuite aller creuser certaines questions auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé au premier abord. Ouais. Pour répondre à la question originale qui était justement l'utilité, déjà, je suis totalement d'accord avec Vincent aussi. Décidément, on est vraiment alignés. Mais en soi, ChatGPT n'est pas vraiment très utile en soi. Il ouvre beaucoup d'applications, mais pour l'instant, la raison, ce qui a fait qu'il a atteint 100 millions d'utilisateurs aussi rapidement, c'est, je crois, l'application qui les a atteints le plus rapidement en seulement 2 mois. C'est vraiment, je pense, l'aspect un peu, peut-être même distraction. Éventuellement, il donne des informations un petit peu utiles parfois, mais les 100 millions d'utilisateurs, ce n'étaient pas des applications commerciales. Je pense que c'est un petit peu ça la différence entre une techno et un produit. C'est un de mes investisseurs qui m'a appris ça. C'est vraiment très, très bien ChatGPT en soi. Bon, c'est un produit aussi parce qu'il y a des utilisateurs maintenant qui payent et qui achètent, mais c'est pas je pense pas que ce soit ça le produit. Le produit, les produits, il faut les construire par-dessus. Donc, bien sûr, il y a quelques boîtes d'IA, il y a un marché, il y a les Mistral, il y a les Anthropic et l'OpenAI qui veulent avancer sur cette technologie. Mais cette technologie, c'est avant tout, je cherche le mot français, mais je ne l'ai pas trouvé, un enabler. C'est quelque chose qui va permettre de construire des produits par-dessus. Et je pense qu'il ne faut pas penser que c'est la panacée et que ça va résoudre tous les problèmes. Je pense que ça peut en effet automatiser pas mal de cas d'usage, à condition de bien les cadrer, de bien les spécifier et de bien les choisir surtout. J'interromps un tout petit peu. Il y a Raouf qui doit y aller, qui doit basculer sur un autre call. Je vais te remercier pour ta participation. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette super discussion. Merci. Et à bientôt. Ciao. Je crois que Vincent et Louis, vous êtes et vos entreprises sont des très bons exemples justement de cette utilisation de l'IA dans vos produits. Et je pense que c'est on peut imaginer que tout produit dans le futur intégrera forcément de l'IA dans son produit, quel que soit, je pense, le domaine, puisque c'est quelque chose qui va devenir totalement universel et indispensable. Bon, alors, moi, je ne sais pas trop si j'ai envie que mon frigo ou ma machine à café intègre de l'IA. Voilà, je préfère. Voilà, moi, non. Pour le coup, là, je ne sais pas pourquoi.
suis en train de visiter des appartements en ce moment. Et Oui. j'en ai vu 2 à la suite. Il y avait des frigos connectés. Bon, peut-être, hein, c'est utile pour faire pour manager ses stocks, etc. Mais bon, c'est pas un truc dont j'ai besoin. Non, plus sérieusement, je pense en effet que dans la plupart des applications de bureautique, il va y avoir de l'IA. D'ailleurs, c'est pas étonnant que l'un des gros acteurs qui a investi le plus, ce soit Microsoft. Ça, c'est clair. Je pense que après, la question, je vais la poser plus peut-être moins d'un point de vue utilisateur final et plus d'un point de vue, on va dire, d'informaticien ou de développeur. Est-ce que l'IA, ça veut dire qu'on n'aura plus d'algorithmes classiques? Non. Il y a beaucoup d'algorithmes, on va dire, il y a beaucoup de gens qui pensent, il y a même des développeurs, des chercheurs en informatique qui disent que quelque part, on va un peu tout remplacer par de l'IA. C'est-à-dire que avant, par exemple, on pouvait sur Google Maps, par exemple, sur Google Maps, on peut trier les trajets selon différents critères. Il y a des gens qui pensent que demain, on ne va plus utiliser les rythmes de tri, on va simplement apprendre à une IA à trier, par exemple. Simplement parce qu'elle va le faire plus efficacement. Le tri, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais avant, on avait des algorithmes, par exemple, sur des trucs un peu plus complexes, par exemple, sur la transplantation d'organes. C'est un sujet très important et aussi absolument passionnant sur les algorithmes. Ce qu'il faut, en fait, lorsqu'il n'y a pas de compatibilité entre les donneurs d'organes, parce qu'en fait, si par exemple j'ai un type qui est compatible avec celui d'un de mes 2 parents, non, qui n'est pas compatible avec celui d'un de mes 2 parents ou de mes enfants, et c'est la même chose pour Dawson, mais que en revanche, mon type est compatible avec la personne à qui il veut donner, et lui est compatible avec la personne à qui je veux donner. En fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un échange. Et en fait, si on va un peu plus loin, lorsqu'on a justement des circuits de gens qui veulent donner des organes, en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on peut trouver justement la plus grande chaîne d'échange possible. Donc ça, c'est des rythmes absolument passionnants. Et là, on peut se demander sur un tel problème, s'il n'y a pas de l'IA qui peut simplement le faire plus rapidement. Ce sont des problèmes gigantesques d'heuristiques, bourrés d'heuristiques, etc. Et aujourd'hui, on arrive à mieux le faire avec de l'IA. Mais est-ce que pour autant, on arrive à bien le faire dans 100% des cas? Est-ce qu'on sait? En fait, là, on n'arrive même pas à mesurer parce que la vraie solution optimale, on ne la connaît pas. Et c'est très coûteux de calculer en temps, simplement. Et donc, coûteux en temps, ça veut dire coûteux en vie quand on a un problème comme ça. Est-ce qu'il faut passer sur de l'IA, sachant qu'on n'a pas forcément de très bonnes garanties d'un point de vue théorique sur la capacité du système à être aussi bon que d'autres algorithmes? Si je vous donne un jour de supercalculateur, quel algorithme vous allez faire tourner, par exemple? Ça, c'est un problème ouvert. Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de situations où, alors là, j'ai pris un cas extrême où on a un diamétique, on a des enjeux de performance, on touche la théorie de la complexité à ce qu'on peut calculer dans un temps donné. C'est des problématiques extrêmement complexes, mais on peut trouver beaucoup plus simple. Finalement, si vous avez simplement à prendre en compte le coût de développement, un algorithme classique sera beaucoup plus simple à mettre en place. Donc l'IA, c'est pas forcément sûr qu'elle arrive à tout remplacer. Je pense qu'on gardera toujours une colonne vertébrale, une infrastructure, et que l'IA, ce sera le maquillage. Parfois, ça peut être un accessoire, mais ça va jamais remplacer l'infrastructure de base. Oui, donc il faut le voir comme un outil de toute façon lorsque c'est nécessaire, mais c'est pas forcément une réponse à tout, et un facilitateur, comme tu disais, un enabler tout à l'heure, qui peut être dans les applications. Après, là où l'IA, en revanche, a
à pénétrer totalement la chaîne de valeur. C'est comme maintenant, les développeurs eux-mêmes utilisent de l'IA pour écrire du code. Oui. Donc même le code classique, quelque part, a de l'IA en lui. Ouais. Et Vincent, tu as un retour aussi sur ce sujet? Non, en effet, l'IA est un outil. D'ailleurs, c'est plusieurs outils. On parle souvent de l'IA. Des IA, il y en a beaucoup. Globalement, il n'y a pas que les LLM qui existent. Même si c'est une vraie révolution sur ces dernières années, des IA, il y en a depuis 70 ans qui existent, plus ou moins avancés. Les IA sont en effet un outil qui va transformer le monde de demain. Est-ce que 100% des outils, enfin des produits utiliseront de l'IA? Peut-être indirectement, comme le disait Louis, avec des IA qui ont construit les produits eux-mêmes, que ce soit des produits digitaux, des produits physiques. En effet, les chaînes de production seront de plus en plus automatisées. C'est déjà le cas depuis plusieurs années, hein. Encore une fois, l'IA est là pour nous simplifier la vie, comme tout outil numérique. Mais faut vraiment le voir comme un outil et pas comme une fin en soi. Il y a des boîtes comme OpenAI qui leur métier, c'est de faire la technologie, très bien, mais une technologie n'est pas un produit et c'est comment utiliser la meilleure IA. Et encore une fois, beaucoup de problèmes peuvent se résoudre avec un réseau de neurones qui a besoin de beaucoup moins de volume de données pour être entraîné et avoir des résultats meilleurs qu'un LLM parce que beaucoup plus spécialisé à un sujet. Donc oui, les IA sont plein d'outils qui vont nous aider dans le monde de demain quand elles seront utilisées au bon endroit au bon moment. En effet, je sais pas si 100% de la chaîne sera complètement intelligente demain, mais en tout cas oui, beaucoup de tâches humaines qu'on fait aujourd'hui vont être remplacées par des robots, des IA qui vont nous simplifier la vie et beaucoup de choses vont se transformer, d'autres tâches vont apparaître et le monde sera transformé comme c'était le cas d'il y a aux premières révolutions industrielles. Tout à fait. Merci pour ces échanges passionnants. Ça laisse des perspectives super intéressantes, bien entendu, pour nous tous. Dawson, je te laisse la parole si tu veux pour conclure. Oui, alors je voulais terminer sur deux sujets, faire une conclusion, et puis un nouveau exercice que je vous propose, c'est à Vincent et à Louis, c'est de nous proposer peut-être un livre qui vous a marqué, soit dans votre parcours entrepreneurial, soit le regard qu'il y a sur l'IA de manière prédictive. Alors ça peut être aussi un livre qui vous passionne, hein, il peut aussi avoir de la science-fiction, des BD ou des choses qui vous ont marqué. Je pense que je dirais probablement Thinking Fast and Slow de Kahneman, Daniel Kahneman. Donc je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails du livre parce que je pense que le but c'est que les gens aillent le lire s'ils ne le connaissent pas. Mais d'ailleurs, je crois qu'il est décédé le mois dernier, Kahneman. Et donc c'est un bel hommage de lui faire que d'aller lire son livre. Mais surtout, je pense que il a eu le prix Nobel d'économie. Et son apport, c'est d'avoir introduit des théories de psychologie. Et je pense que c'est vraiment intéressant sur son concept de système 1, système 2. C'est un concept qui a en fait, je pense, plusieurs niveaux de compréhension. La première fois, quand on en a parlé, je me suis dit, bon, d'accord, c'est un peu débile, d'accord, il y a un peu l'intuition et il y a la réflexion. Mais en fait, je m'aperçois vraiment au quotidien, même quand j'essaye de comprendre un petit peu, d'anticiper ce que l'IA va faire, surtout l'IA générative, que c'est un concept qui est vraiment fondamental et qui vaut vraiment le coup d'être exploré et de réfléchir dessus dès lors qu'on développe de l'IA ou simplement qu'on interagit avec des IA. Du coup, il concerne vraiment tout le monde puisque tout le monde va interagir avec des IA.
Super, super. Et toi, Vincent? Moi, je vais botter un petit peu en touche parce que, au final, j'ai très peu de livres purs sur l'IA. J'ai beaucoup de livres autour de l'écosystème numérique dans son ensemble. Mais un livre qui m'a marqué et qui, je pense, a marqué beaucoup de gens depuis un petit moment et qui m'a fait découvrir ce métier qui est la partie ingénierie et notamment en intelligence artificielle, c'est Douglas Adams, le guide du voyageur galactique, qui forcément nous a tous marqués sur le fait d'avoir un énorme calculateur qui, au final, ne sert pas à grand-chose. Je spoil pas le livre, mais 42. Voilà, c'est ce côté on crée une machine ultra puissante, mais pourquoi? Et voilà, c'est de donner du sens à la technologie. C'est ce qui m'a donné aussi l'envie d'entreprendre aussi. Donc, pas forcément le livre le plus enrichissant d'un point de vue scientifique, mais en tout cas d'un point de vue divertissement et réflexion, il est quand même très, très bien écrit pour ça. Donc voilà. Super. Je voulais vous laisser encore la parole pour savoir s'il y avait peut-être un sujet que vous vouliez encore aborder ou des sujets qu'on n'aurait pas traités, que vous vouliez partager avec l'auditoire. Pas de sujet en particulier. Globalement, j'ai des millions de sujets sur lesquels je pourrais débattre pendant des heures autour de l'intelligence artificielle, autour de la conversion autour du web, qui est aussi un sujet qui me passionne et qui est en train de pas mal se transformer. Mais voilà, aucun sujet en particulier qui manque à l'épisode de mon côté. Ok, super. Louis? Non, pas de sujet particulier non plus. Si je peux faire une annonce, c'est qu'on recrute un jeune docteur pour travailler sur les sujets de LLM chez Time. Donc, il y a des gens qui veulent me contacter. N'hésitez pas. Ok, super, parfait. N'hésitez pas à le dire. Pour conclure, moi, ce que j'ai retenu de manière, j'essaie de plus simple, c'est de dire, ce que je retiens, c'est un peu aussi de l'entrepreneuriat, c'est tester le maximum, contrôler et puis mesurer pour savoir où vous allez ou dans quelle direction vous avancez. Voilà pour cet épisode. Je ne sais pas si Miguel, tu veux rajouter quelque chose? Non, remercier tous nos invités pour la qualité de nos échanges et pour les bonnes chances dans toutes vos expériences et votre parcours actuel. Hein. Vous avez des sociétés passionnantes et c'est un sujet qui avance en plus à toute vitesse. Donc, je sais ce que ça représente aussi comme investissement en temps pour arriver à aborder tout ça en continu et gérer en même temps son activité quotidienne. Donc, merci encore à tous et merci Dawson aussi pour ces échanges. Et voilà, c'était le deuxième épisode effectivement de notre podcast et nous avons plein de nouveaux épisodes Dawson à venir. Hein. Oui, tout à fait. On a beaucoup de sujets et passionnants autour d'un interlocuteur qui verra l'IA des États-Unis, des épisodes aussi en anglais, parce qu'on aura aussi des autres invités qui viendront d'autres pays, qui nous donneront aussi leur vision de l'IA et de ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur la voie du CDO. J'espère que cet épisode vous a apporté des idées précieuses et a ouvert de nouvelles perspectives sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans votre stratégie digitale. Si vous avez aimé notre conversation et que vous souhaitez soutenir le podcast, n'oubliez pas de le noter avec 5 étoiles et de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Votre soutien nous aide à grandir et à partager nos idées avec une communauté de plus en plus large. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode à vos proches et sur LinkedIn et à taguer la voix du CDO. Retrouvez-nous le mois prochain pour un nouvel épisode plein de surprises, d'innovations et des invités toujours plus inspirants. D'ici là, continuez à innover, à expérimenter et à diriger. C'était un plaisir de vous avoir accompagné aujourd'hui. À très vite sur la voie du CDO.